Mesdames et messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Rida Farhat, ambassadeur de Tunisie auprès de la République, auprès du Royaume de Belgique, Mesdames et messieurs, mes chers amis, Monsieur le Président du Conseil des barreaux de l'Union européenne, Georges Alberdahl, Messieurs les membres du Conseil du CCBE, vous avez décidé de décerner au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tunisie, que je suis, le prix des droits de l'homme du CCBE pour l'année 2011. Je vous en remercie. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma fierté personnelle et à travers ma modeste personne, la fierté des avocats tunisiens d'être parmi vous aujourd'hui avec une forte délégation d'avocats venus spontanément et renforcés par Monsieur l'ambassadeur de Tunisie. Je suis d'autant plus sensible à cette invitation que depuis longtemps déjà, bien avant le lever du soleil du 14 janvier 2011, qui marque la fuite du dictateur et la fin du régime de la terreur et de la corruption en Tunisie, les barreaux européens et notamment français, avec lesquels nous avons depuis toujours entretenu d'étroites relations, ont toujours fait preuve vis-à-vis du barreau tunisien d'intérêt et de solidarité. Je n'oublie pas que ce prix dont vous m'honorez honore en réalité le corps des avocats tunisiens. Comme dans toutes les révolutions, personne ne peut se targuer d'être le principal artisan de la rupture avec l'ancien régime et de l'accélération de l'histoire. Bien sûr, le double honneur qui m'est choix a été d'avoir la confiance de mes confrères qui m'ont élu quelques mois avant la Révolution et par conséquent d'avoir été là à mes fonctions de bâtonnier au moment des événements historiques du 14 janvier et des jours qui l'ont précédé. Bien sûr aussi, de par notre vocation d'avocat, nous avons toujours été en première ligne contre les abus du pouvoir. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, disait Montesquieu. Pour le paraphraser, j'ajouterai que cette institution qui a du pouvoir est portée à faire un usage excessif de son pouvoir. L'avocat, défenseur naturel des droits et des libertés, a toujours été et est donc un rempart contre les abus, un opposant virtuel naturel à tout pouvoir en place en dehors de toute arrière-pensée politicienne. Déjà, au lendemain de l'indépendance de notre pays, Bourguiba, grand homme d'État, n'était pas cependant démocrate et ne supportait pas la contradiction. Les avocats, menés par leurs bâtonniers successifs, n'avaient pas hésité à se dresser contre les abus du régime. Le régime de Ben Ali, qui a succédé à Bourguiba, était non seulement autoritaire, mais aussi féroce, car il exerçait un contrôle total sur tous les rouages de la société. Il était corrompu, voué à la famille du président, de sa femme et aux proches du pouvoir. Je pense ici à certains d'entre nous qui ont marqué les esprits par leur abnégation, par leur dévouement et par leur courage. Parmi ceux-là, ils furent nombreux. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour un homme que j'ai eu le grand honneur et le grand bonheur d'approcher, de connaître et d'admirer, le grand bâtonnier Maître Mohamed Chakoun, un grand ténor du barreau à l'inflexible droiture. Maître Chakoun fut l'avocat qui osa braver le pouvoir de Ben Ali en abritant chez lui à plusieurs reprises le Conseil national pour les libertés en Tunisie, qui a été officiellement interdit de toute activité. Ce fut également Maître Chakoun qui, le 10 décembre 1999, remit à notre consort Radia Nasraoui, fervente militante des droits de l'homme, le premier prix lors d'une cérémonie. À cette réunion avaient assisté plus de 60 personnalités du mouvement démocratique, tous opposants, dont M.
Moustapha Jafar, aujourd'hui plébiscité président de la Constituante, et M. Mansour Marzouki, probablement futur président de la République. Ce fut encore Maître Mohamed Chakroun qui nous a rencontrés au siège du CNLT, des parlementaires européens et le rapporteur des Nations Unies, chargé de la liberté d'expression aux grandes dames du pouvoir. C'était encore et toujours lui qui, à plusieurs reprises, prenait la tête des collèges de défense des accusés politiques, où il faisait preuve d'une abnégation qui n'avait d'égal que son rare talent. Cet homme et d'autres, dont nous sommes les émus, c'est aujourd'hui justice que de leur rendre hommage, car ils ont entretenu la flamme et ont semé l'espoir dans nos cœurs dans les moments les plus durs de notre histoire sous Ben Ali. Ils nous ont montré le chemin de la dignité et de la liberté. C'est en bonne partie grâce à eux et à leur exemple que le convoi de la liberté a pu avancer jusqu'à la Révolution et que le pouvoir de Ben Ali a été renversé. À l'extérieur de la Tunisie, les barreaux d'Europe, notamment belges et français, et permettez-moi ici de saluer certains de mes amis belges d'abord, le bâtonnier Robert de Bader-Braquer et le bâtonnier Yves Ochevski, qui n'est pas là, mais aussi de France, le bâtonnier Michel Pénichou, chef de la délégation française, et le bâtonnier Bulgubulu, et le maître Bernard Bouchner et Jean-Michel Darrois, que je ne vois pas parmi la délégation française et qui nous a rendu un grand service. Je disais, les barreaux d'Europe, notamment belges et français, n'ont pas manqué de nous manifester leur soutien, leur solidarité à plusieurs reprises, gênant la liberté d'exaction du pouvoir et le décourageant dans ses entreprises et ses actions contre les avocats. Les communiqués fermes des barreaux européens, dénonçant les atteintes et les actions du pouvoir de Ben Ali contre les avocats tunisiens, ont contribué à porter sur la scène internationale les agissements du pouvoir et à contenir relativement ses ardeurs. Bien des fois aussi, des délégations d'avocats se sont rendues en Tunisie pour apporter le soutien de leurs barreaux aux avocats de Tunisie, et la presse n'a pas manqué de s'en faire l'écho aux grandes dames de Ben Ali et de ses sbires. Hier, soumis à une intolérable pression du pouvoir en place, c'est donc tout naturellement que nous avons assumé et continuons à assumer un rôle très actif avant et pendant la révolution du 14 janvier 2011. Je voudrais ici évoquer devant vous ces heures intenses de combat, de lutte, d'angoisse, d'espoir que nous tous, Tunisiens et avocats en particulier, avons vécu avant la délivrance du 14 janvier 2011. En tant que bâtonnier et avec l'ensemble de mes confrères, nous sommes fiers d'avoir participé et contribué activement à ces événements historiques. Il s'agit de moments mémorables que nul d'entre nous ne pourra jamais oublier. Permettez-moi de vous relater deux événements qui me marqueront à vie. Le premier, le vendredi 31 décembre 2010. Une journée particulièrement significative, en réaction aux interventions très virulentes de certains avocats qui appelaient la foule et la police à la révolte contre la tyrannie, la dictature et la corruption de la famille. Ben Ali avait décidé d'infliger une correction aux avocats. Pour chasser ce jour-là jusqu'à l'intérieur des salles d'audience et la maison de l'avocat, et battu violemment par la milice de Ben Ali, plusieurs ont été hospitalisés. Je prédisais ce jour-là que c'était le début de la fin du régime de Ben Ali. Le deuxième événement, le 10 janvier 2011, j'entrais dans mon bureau de bâtonnier au palais de justice. Je trouvais une trentaine de confrères avec des citoyens de Kasserine en train de m'attendre tout en suivant les nouvelles qui parvenaient par téléphone, faisant état de massacres perpétrés par la police à Kasserine et Tala. Certains pleuraient
j'ai compris qu'il fallait agir rapidement et au plus haut niveau. Je demandais à ma secrétaire interloquée de me passer la présidence de la République. 10 minutes après, j'ai le président Ben Ali au bout du fil et en présence de mes confrères qui entendaient ébahis la conversation. Monsieur le Président, un carnage se déroule en ce moment à Kasserine. Des compatriotes sont en train de mourir. S'il vous plaît, donnez vos ordres pour que la police arrête de tirer sur la foule. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre, maître. En vous trompe, je vous assure. Monsieur le Président, s'il vous plaît, mes confrères à Kasserine demandent à ce que la police se retire et que l'armée s'interpose pour calmer la foule. Voulez-vous donner vos ordres, Monsieur le Président? Oui, bien sûr. 2 heures après, mes confrères de Kasserine m'apprennent qu'effectivement, ça a été fait, la police s'est retirée et l'armée s'est interposée et a pris sa place. Il y a 3 jours, Monsieur le Président, mon confrère, Maître Taoufik Boudherbala, président de la Commission nationale d'enquête sur les événements et les responsabilités des tueries révélées sur un journal de la place, que Ben Ali avait ordonné de bombarder le quartier chaud de la cité des Zouroul à Kasserine. Tuer 1000 ou même 2000 permettra de mater la révolte, disait Ben Ali à ses subordonnés. L'histoire dira peut-être qu'un coup de fil d'un bâtonnier des avocats a épargné un bain de sang à Kasserine. Après la fuite du dictateur, le barreau a continué à assumer un rôle actif et éminent. Le Conseil de l'ordre s'est réuni en urgence pour débattre de la situation. Un débat avait été engagé par les politiques sur la situation constitutionnelle qui prévalait dans le pays après la fuite de Ben Ali. Les termes de ce débat étaient les suivants. Est-ce que la situation qui prévalait après la fuite de Ben Ali relevait de l'article 56 de la Constitution, applicable en cas d'empêchement provisoire du président de la République, ou bien de l'article 57 de la Constitution, applicable en cas de vacance de la présidence? Pour nous, dans cette situation d'urgence qui correspondait à des espoirs immenses, mais provoquait également d'intenses angoisses et des craintes de dérapage, ces interrogations à caractère technique n'étaient pas urgentes. Et en l'occurrence, elles ne semblaient pas plus importantes que de débattre du sexe des anges. Le Conseil de l'ordre a immédiatement alerté les pouvoirs publics et l'opinion du danger. Ce qui importait, c'était de maintenir la continuité de l'État pour éviter que le pays s'enflamme en l'absence de l'appareil de l'État et que la situation conduise à des dérapages sécuritaires irréversibles qui favoriseraient l'apparition d'une nouvelle dictature. Les avocats de Tunisie, par vocation et par tradition, se sont toujours érigés contre les atteintes aux droits des personnes et ont toujours dénoncé avec vigueur les violations de ces droits. Notre vocation à défendre les droits, notre histoire depuis l'indépendance de la Tunisie, illustre notre rôle actif dans l'instauration de la justice, en particulier lorsque les magistrats, par intérêt ou par peur, étaient compromis dans des simulacres de justice. Il est important de rappeler ici que l'Ordre national des avocats de Tunisie a été et demeure jusqu'à présent le seul ordre professionnel dans lequel les membres du Conseil ont toujours été et sont librement et démocratiquement élus. Ces membres représentent les diverses sensibilités de la profession. Et malgré ou à cause de cette diversité, ont toujours fait preuve de solidarité face au pouvoir en place. De cette démocratie est née la force et le rayonnement de notre ordre. Ce n'est donc pas un hasard si les avocats ont été les premiers à accompagner la révolution du 14 janvier 2011 et à organiser les mouvements de grève et les manifestations de soutien dès le mois de décembre 2010 aux régions intérieures du pays en ébullition. Et ce n'est certainement pas par hasard si le Conseil de l'ordre
l'ordre a été consulté et écouté avec attention par le pouvoir provisoirement en place avant le 23 octobre 2011. Vous le savez bien, l'avocat demeure fidèle aux principes de sa profession et aux exigences d'une bonne administration de la justice, quelle que soit la personnalité de l'accusé. Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous, avait déjà prévenu Montesquieu, voilà bien longtemps. En matière de justice, le non-respect des règles et des principes est une aventure. Un dérapage n'est jamais contrôlé. Conscient de cela, le Conseil de l'ordre suit de façon attentive et vigilante les procès intéressant le président déchu et les membres de son clan, qu'il s'appelle Ben Ali ou Travelsi, ou encore qu'il s'agisse de ses sbires. Pour avoir le droit de rester fiers de notre révolution, nous sommes attachés à ce que nos bourreaux d'hier bénéficient aujourd'hui, au niveau de la justice, de toutes les garanties dues aux accusés, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'accusations graves. Au niveau de la justice, la dignité du peuple de la révolution, dont nous avons quelque part, et avec d'autres, la prétention d'être les gardiens, exige qu'il n'y ait pas de vengeance, mais une juste reddition des comptes. Le simulacre de justice, c'est fini. Ben Ali sera jugé, les siens seront jugés, mais pour sauvegarder l'âme de notre révolution, ils bénéficieront de toutes les garanties et de tous les droits dus aux accusés, eussent-ils été les bourreaux de ces droits. Monsieur le Président, mes chers confrères, avant de terminer mon intervention, je voudrais émettre le vœu que les relations entre nos barreaux, inspirées par l'idéal de la défense, le même idéal de la défense des libertés, soient encore à l'avenir plus étroites, en particulier aujourd'hui que la Tunisie entame sa marche vers la liberté, la démocratie et la justice. Comme je le dis, je le sais, ce sera une marche difficile et le chemin sera semé d'embûches. Au nom de tous les avocats de Tunisie qui m'ont fait l'honneur de m'élire et de les représenter, je voudrais exprimer avec clairvoyance et avec insistance notre engagement et notre persévérance, notre rôle d'avocat défenseur des libertés et des droits ne finit pas aujourd'hui que la Tunisie aborde une nouvelle page pleine d'espoir depuis les élections du 23 octobre 2011. En Tunisie, nous devons encore faire en pratique, au jour le jour, au niveau de la presse, au niveau des institutions et surtout au niveau de la justice, l'apprentissage de la démocratie, car si la démocratie relève d'une vision libérale des droits de l'homme et des libertés, ce que nous savons tous, parce que nous l'avons tous appris dans les livres, c'est avant tout une pratique de vie quotidienne. C'est pour cela qu'en Europe, on a conservé et on a encouragé des institutions de la société civile protectrices des droits de l'homme. C'est pour cela que l'Ordre des avocats de Tunisie, bénéficiant de longues traditions et d'une longue expérience, continuera à être vigilant et veillera au grain conformément à sa vocation. Il n'hésitera pas, si le besoin s'en fait sentir, à faire appel à vous, à votre institution, à vos ordres, à la solidarité des avocats d'Europe pour que la primauté du droit avec un grand D soit sauvegardée. Pour conclure, Monsieur le Président, vous m'avez offert cette distinction, c'est un honneur, un grand honneur pour moi. Mais soyez certains que pour nous tous, le plus grand bonheur et le plus grand bonheur et le plus grand honneur, c'est d'être au service de son pays, d'être au service de son peuple. Comme vous le savez, le peuple tunisien est acculé à réussir sa transition démocratique. La révolution de la jeunesse tunisienne, c'était pour la liberté, la dignité, la prospérité économique et la paix sociale sont des facteurs déterminants pour assurer cette réussite. Et je sais que vous nous soutenez pour réussir ce pari. Le CCBE, c'est plus d'1 million d'adhérents. Et c'est avec un grand plaisir
sa chaleur humaine et surtout son histoire. Vous serez alors peut-être 10 millions de touristes à venir admirer et suivre cette marche vers la liberté, la démocratie. Si j'arrivais à vous convaincre, je serais fier de proclamer avec force que le rayonnement de mon barreau n'est pas resté au stade des distinctions et des prix mais a rejailli sur tout un pays, la Tunisie, mon pays. Merci, merci et merci.